Mais savez-vous vraiment comment a été réalisé et co-créé Les Simpsons et Futurama, ces deux séries hyper connues? On vous laisse y découvrir tout ça dans cette vidéo. On espère qu'elle vous plaira avec un petit speedro que Mia a réalisé pour agrémenter cette vidéo. Il est né le 15 février 1954 à Portland, dans l'Oregon. Pour que vous puissiez vous situer, Margaret est enseignante et c'était sa mère, et Homer, réalisateur publicitaire et dessinateur, c'était son père. Dès son plus jeune âge, Matt Groening avait envie cette vocation de distraire les autres par le dessin humoristique. Et son père, Homer Groening, qui a bien malgré lui inspiré le nom du patriarche des Simpsons, lui-même dessinateur, encourage son fils à persévérer dans cette voie. Ainsi, l'école fut pour lui un lieu de distraction où il passa le plus clair de son temps à coucher sur un papier ses délires animés, ce qui, pour la petite anecdote, a eu des répercussions jusqu'à son éducation. Actuellement, Matt Groening avoue ne pas connaître le nom des capitales des 50 États des États-Unis et le calcul mental n'est pas son fort. Comme quoi, on peut réussir dans la vie professionnelle sans être bombardé de diplômes s'il en fallait encore les preuves. Du collège, Matt passe au lycée où il effectue des études à Portland et, en parallèle de son travail scolaire obligatoire, commence progressivement à dessiner de plus en plus. Puis, au passage, durant ses études, au sein campus universitaire, il édite lui-même le journal dans lequel il a écrit et dessiné dedans. Pour continuer, aussi incroyable que cela puisse paraître, Matt fonda à l'aube de son adolescence un parti politique avec l'aide de ses potes Ibis, le Teens for Decency, les adolescents pour la décence, pour ceux qui ne savaient pas ce que ça voulait dire. Tout juste sorti de son Lever Grants Stage College, nous sommes en 1977, où il a tout de même décroché des diplômes en philosophie et en cinéma. Le jeune Matt a alors l'ambition de marquer l'histoire en devenant un écrivain célèbre, mais l'histoire justement en décidera autrement. L'anecdote est connue mais continue de surprendre. Engagé dans la petite quotidien locale de LA Rider, Matt se rend un jour à Los Angeles en voiture comme à son habitude. Il est 2 heures de l'après-midi. Oui, Frames connaît tous les détails. Et sa voiture la plante sur Hollywood Fair, une petite aile d'autoroute juste au-dessus de la sortie pour Vine Street. C'est une panne inopinée, lui offre l'opportunité d'observer les alentours et germe soudain tout un univers qui constituerait une bonne BD. Ainsi est inspiré son premier comics à succès, Life in Hell, édité en France sous le titre La vie c'est l'enfer. La vie faite de situations incongrues qui confinent parfois au hasard le plus... Life in Hell est publié l'année suivante dans les Wet Magazine, mais il faudra attendre 1980 pour que sa première apparition hebdomadaire régulière ait lieu, par le biais du Los Angeles Rider. Interrogé récemment, l'intérêt s'est confié. J'étais très malheureux et il transparaît une angoisse incroyable et du stress, et des choses que je regrette avec le recul. Suivant d'après les premiers émois d'un rôle de lapin évroisé nommé Linky, Life Hell est en effet une bande dessinée d'une lucidité cruelle, maniant le dérisoire et l'humour noir avec The Big Book of Hell est une compilation de séries de Matt Groening à ses débuts. Life in Hell, School in Hell, Sex in Hell. Or, contre toute attente, Life in Hell rencontra un vif succès auprès du public, au point que Matt est abordé en 1986 par un certain James Clay Brooks, déjà producteur de nombreuses séries pour le compte de la Glassy Films, qui lui demande de considérer une version animée pour la télé de son cartoon. Matt approuve pas entièrement l'idée car le dessin animé risquait d'être un flop et sonnerait ainsi prématurer le glace de sa carrière de dessinateur. Une chose insolente, pourtant pendant les dernières minutes de cet entretien avec M. Brooks, Matt dessine une famille humaine, nommant les protagonistes en se servant des noms des différents membres de sa famille. En seulement 5 petites minutes, les Simpsons sont mis ainsi Homer est le prénom de son père, Marge celui de sa mère, et Elisa et Maggie ceux de ses sœurs. Le prénom de l'enfant terrible de la famille Bart est quant à lui l'anagramme de Brat, signifiant sale gosse en anglais. Quant à Springfield, c'est le référence directeur de la ville où il a passé une bonne partie de son enfance. Les nombreux noms de personnages de la série ont d'ailleurs aussi été empruntés aux vrais habitants de Springfield. Matt Groening, aujourd'hui encore dessinateur, producteur et scénariste des Simpsons, considère cette série comme un hommage global à sa famille. En 1987, sa nouvelle création est donc lancée dans le paysage audiovisuel américain via la Tracy Ullman Show. Tracy Ullman que l'on peut, pour un info, retrouver dans le rôle de la psychologue Daily McBell. 48 heures court-métrages seront alors diffusés jusqu'en 1989, date à laquelle la série proprement dite a pris son envol, dans un format que l'on connaît encore à l'heure actuelle, 26 minutes. La série a rapporté plus de 500 millions de dollars en merchandising et on a déjà été récompensé par 10 Emmy Awards diffusés dans plus de 70 pays à la raison de 13 saisons. À l'heure actuelle, les Simpsons possèdent le record absolu de longévité
dans l'histoire de la télévision. Le futur n'est pas plus ce qu'il était. En 1997, conforté par le succès constant des Simpsons, Matt Groening travaille sur le projet d'une nouvelle série, Futurama, en collaboration avec David X. Cochran. Ce dernier passionné de SF et diplômé en sciences informatiques avait déjà travaillé sur la série Beavis Bad Heads avant d'intégrer l'équipe des scénaristes sur les Simpsons en 1991. Pendant 2 ans, ces 2 amis de longue date s'immergent dans la science-fiction de leur enfance, de Philip K. Dick à Isaac Asimov, en passant par l'incontournable Star Trek, les jeux vidéo des années 80 et les vieilles séries télé perdues dans l'espace. En 1998, les deux larrons présentent le projet fini à la Fox. Le premier épisode diffusé en fin mars 1999 est un triomphe. La suite est malheureusement l'avortement prématuré de la Fox, initié récemment. Matt planche donc actuellement sur d'autres projets qu'on espère tous aussi exaltants. Quand je ne travaille pas intensément, je suis un incroyable paresseux. Pourtant, lorsqu'il ne dessine pas, Matt Groening fait aussi de la plongée sous-marine et voyage. J'aime la culture japonaise, déclarait-il récemment. Je reviens tout juste de Tokyo, je pars loin du stress de Los Angeles, en allant dans les grandes villes super peuplées. Possédant un style bien à lui, des personnages aux yeux exorbitants, à l'aspect rondouillard et sympathique, mais à l'air un peu éveillé. Une similitude existe indéniablement aussi bien au niveau graphique que dans les caractères attribués aux différents personnages de ces univers. Homer est le pendant humain, vol et alcoolique de Bender. Leila a le même caractère féministe et bien trempé que Marge, ou encore Bart, qui raisonne peu et ne soucie guère des conséquences de la manière de Fry, etc. etc. Matt Groening et la Fox, c'est un mariage de raison. Récemment, le Financial Times a eu l'immense privilège de converser avec Matt Groening. En vous épargnant les détails, en gros, nous sommes partis chercher quelques informations sur cette interview pour vous parler un peu plus de Matt Groening, mais pour raconter un peu plus des anecdotes ou d'autres choses par rapport à lui. Et bien, nous avons vu que nous n'avons pas pu récupérer toutes ces informations parce que, tout simplement, sur les sites, ils ne pouvaient pas avoir toutes ces informations. Du coup, ils ont fait ça par chapitrage, donc j'espère que vous comprendrez. Donc, je vais vous partager quelques extraits de l'interview. Au début des années 90, nous avons reçu beaucoup de critiques, mais à présent, la série est si populaire que nous avons très peu de problèmes avec la polémique. Et quand elle arrive, c'est totalement inattendu de notre part. Nous avons fait cet épisode où Homer prenait sous ordonnance de la marijuana après avoir été attaqué par des corbeaux et souffrant de douleur. En Angleterre, ça n'aurait pas fait une grosse controverse de toute façon. Mais aux États-Unis, on n'a pas habitué de montrer ça à la télé sans que ça nous tourne au vert et déteigne sur la série. Et pourtant, quand nous l'avons diffusé aux États-Unis, on n'a eu aucun problème. Par contre, après, avec l'épisode de Rio de Janeiro, dans lequel la famille Simpson est kidnappée puis attachée par les habitants, représentés en signes fous et agressifs, nous avons été condamnés par le Brésil. Ce n'était pas de notre intention de faire du tort à leur fréquentation touristique. La méthode de travail sur les Sims. Chacun lance des blagues et en retire ce qui vaut le coup pour les retrouvailles. En fait, j'étais loin de croire qu'un travail fructueux pouvait jaillir en comité, mais c'est génial de se dire que chaque détail vient parfois d'une toute petite amélioration qui bonifie la série. Parfois, il y a une blague qui est marrante la première fois, mais on la change et on la peaufine 50 fois pour qu'elle ait plus d'impact. Parfois, je faisais des références qui ne voyaient à rien pour l'équipe et d'autres moments, les scénaristes font un tas de blagues en rapport avec les séries télévisées des années 70. Je n'en regardais aucune à cette époque, donc toutes les blagues de l'ordre culturel m'échappent et en parallèle, je fais référence à des choses dont les scénaristes n'ont eu la référence. Donc, on s'effraie ce genre de guerrier. C'est devenu beaucoup plus coûteux les années passant. Nous avons les acteurs et les guests de stars et les scénaristes des animateurs qui veulent devenir aussi malheureux que tous les autres industries de Hollywood. Chacun demande toujours plus d'argent. Exemple récent de produits dérivés de qualité, de comics crossover entre les séries Simpson et Futurama, de cuites pour le prix d'une. Le secret de la longévité des Simpsons est devenu de plus en plus difficile avec les années. Non seulement de converser la surprise de façon constante auprès du public, mais aussi surtout de continuer à se surprendre nous-mêmes. Je crois réellement que l'animation exige des processus très soignés et exige si on ne veut pas lasser le public. Et l'audience a toujours besoin de nouveautés et de surprises pour cartonner. Quand un personnage est aussi stupide que les Homer Simpson, il est difficile de chercher à surprendre le public, car désormais sa stupidité est attendue. Elle est connue. Au sujet d'un film sur les Simpsons, nous avons déjà discuté de cela entre nous. Nous avons déjeuné une fois et en sont sorties plusieurs idées, mais nous sommes très prudents quand l'idée d'en faire un long métrage. Le futur des Simpsons, je pense que nous avons arrêté la série en remontant le temps, bien que ce qui passe généralement lorsque l'on gagne un Emmy Award pour la meilleure série d'animation.
donne toujours des idées pour rester dans les programmes télé au moins 2 années supplémentaires. Et le futur de Futurama, je ne crois pas que la Fox comprenne la série. Elle ne l'a jamais vraiment supportée, mais je considère que c'est digne compagnon des Simpsons et nous sommes vraiment très fiers de cette série. La Fox nous a donné une case horaire médiocre et strictement aucune promotion ces 3 dernières années. Nous aurions aimé faire un long métrage. Sur internet, il y a une pétition qui circule pour sauver la série. Nous n'avons aucun rapport avec son existence. Elle a déjà été signée quelques 150 000 signatures. Il y a un enthousiasme très fort autour de cette série. Il y en a tout autant de sites web consacrés à la série Futurama que je n'ai pas encore pu tous les voir. Je compare cet enthousiasme du public à l'engouement original pour Star Trek, une série culte. Mais je suis sûre que la Fox n'aura pas la sagesse de revenir sur la décision. Projet d'une nouvelle série peut-être? J'ai d'autres projets à l'esprit, mais je crois que ce que j'essaie de faire, c'est de toujours garder à l'esprit mon contact avec le public. C'est à cela que je suis réellement attachée. J'ai 2 autres idées pour des séries télévisées. Je suis en train de mettre en forme en ce moment, en faisant quelques recherches, et nous verrons bien. C'est vraiment difficile d'inventer tout un univers, de le vendre et de le descendre sur le terrain. Donc je dirais bien c'est l'un ou l'autre intéresse la Fox. Ce sera assez proche dans la sensibilité des Simpsons et des Futurama, notamment au niveau des personnages avec toujours ces yeux exorbitants. Comme nous avions une bonne case horaire après les Simpsons, nous étions les premiers en ce qui concerne les séries pour adolescents, tout prime time confondu. À présent, on est le dimanche à 7h du soir, sans aucune promotion et les films ne sont pas aussi bons. Je ne prête pas beaucoup d'attention aux courbes d'audience. Les gens viennent et me disent « Nous avons une hausse de 10% » et je me dis sous un ton las, super, irréductible fan d'Astérix. Fan? Définitivement, et je suis vraiment content que mes enfants s'intéressent à Astérix en ce moment. Avec les Simpsons, on essaie de récompenser les gens qui regardent avec attention la série. Il y a des tags de gags dedans et les gags que les enfants ne saisiront pas. Je crois que c'est l'une des secrets de la longévité de la série. Les enfants peuvent grandir et regarder la série à nouveau une fois qu'ils l'ont lu et quelques ouvrages et vu quelques classiques de cinéma. Son personnage préféré, Homer, je l'adore parce qu'il est libéré de la toute culpabilité de la façon basique. Il aime ce qu'il aime, déteste ce qu'il déteste, de tout son être. Mais sa dépendance aux côtés de Porc, de sa paresse impénitente, sont quelque chose dans laquelle je me trouve. Au sujet de manga, j'aime certains mangas, mais certains ne servent à rien. Il y a quelques titres très violents et vulgaires que l'on ne pourrait jamais importer aux États-Unis ou en Angleterre. Certains titres sont vraiment très grossiers et stupides. Une référence amusante et résonnante avec une actualité récente. Conseil adressé aux jeunes animateurs, je reçois des demandes de toutes les semaines de la part de dessinateurs et toujours ils disent « J'ai été contacté par un gros studio d'Hollywood, ils veulent faire un film ou une série télé sur la base de mon travail et toujours ils demandent puis-je simplement prendre une grosse somme d'argent, rester à la maison et être assuré qu'ils ne me trahiront pas ma créativité et en détruisant. » Et toujours je leur réponds « Ne croyez pas toucher une grosse somme d'argent tant que vous ne l'avez pas dans vos mains et aussi s'ils vont détruire notre créativité. » Une série proche des Itchy et Trashy. Mes fans la réclament sans arrêt, ils veulent la série avec Itchy et Trashy et seulement eux. J'ai fait un montage des meilleures séquences issues des courts-métrages Itchy et Trashy se présentent dans la série. Et je l'ai montré à un public test et ils ont éclaté de rire vraiment très fort. Les 3 premières secondes, puis rapidement, le rire a laissé place au calme et finalement à la fin, le public était juste assez content une fois que tout ça était fini. Les gens pensent qu'ils veulent cette série mais ne le veulent pas vraiment. Un mot de conclusion, on pourra vanter des heures durant le génie comique de Matt Groening, mais ce serait vraiment longuant puisque aucune s'accroche à reconnaître son talent visible inné. Nous terminons donc ce portrait de l'artiste en lui souhaitant bonne chance dans ses futurs projets ainsi que longue vie aux Simpsons et d'accorder un carton rouge à la Fox pour la décision scandaleuse et le sujet de Futurama. Décision douteuse, plus stupide qu'elle semble irrévocable. Conteur des temps modernes et génie du rythme, les épisodes de 26 minutes ensemble 10 avec lui. Matt devrait sans peine continuer à nous distraire pendant de longues années encore et sa place au panthéon des plus grands animateurs lui d'ordre est déjà assurée. Matt Groening, ceux qui n'ont pas fini de rire de salut. Mais vous allez me demander, le lancement des Simpsons, comment tout
a commencé. Matt Groening, Desposphotos, c'est le mélange captieux d'humour et de commentaires sociaux de Matt Groening qui a permis aux Simpsons de remporter un énorme succès sur le petit écran en 1989. Matt Groening a réussi à conquérir le cœur des téléspectateurs grâce à son regard humoristique et ses affectueux sur la famille américaine moyenne, ce qui a permis à la série de devenir un phénomène mondial au cours de ses 31 années d'existence qui sont battus tous les records. Les Simpsons a été première émission d'animation en remporter un premier Emmy Award pour la meilleure programmation d'animation avec 5 autres victoires ainsi que des récompenses derrière par d'autres organismes. C'est également l'une des séries télé les plus longues de l'histoire des États-Unis. Groening s'est inspiré de son expérience à Portland pour créer les Simpsons en s'inspirant des personnages qu'il avait rencontrés et des aspects de la vie dans la ville. Ce mélange de comédie et de vie quotidienne a fait des Simpsons une émission très appréciée qui continue de divertir les spectateurs de toutes les générations. L'impact culturel et l'héritage des Simpsons. Les Simpsons créés par Matt Groening ont réussi ce qu'aucune autre émission d'animation n'a réussi à faire à la télévision. L'omniprésence culturelle de la notoriété. Prix Emmy, les Simpsons a reçu de nombreuses récompenses depuis sa première diffusion en 1989, 34 Emmy Awards pour la meilleure programmation d'animation, la plus grande série de récompenses dans cette catégorie. En plus de ces récompenses, la série a également été nominée 12 Grammy Awards et 11 TCA Awards. Les félicitations du président, le spectacle a même été honoré d'une médaille présidentielle de la liberté par Barack Obama en 2016. Elle est l'une des rares émissions à avoir reçu cette prestigieuse récompense en reconnaissance de son influence au fil des ans. Le public mondial et porté des Simpsons s'était étendu au monde entier et l'émission serait regardée par plus de 100 millions de personnes chaque semaine dans plus de 70 pays. Ces personnages sont devenus des symboles de la culture populaire dans le monde entier, avec des produits dérivés allant des t-shirts aux jouets. Auprès des débuts modestes à Portland, dans l'Oregon, l'idée de Matt Groening est devenue une sensation internationale dont la longévité dépassera certainement ses rêves les plus fous. Le développement de Futurama. Comment ça s'est créé du coup? La comédie animée de science-fiction de Groening. Lorsqu'il s'est agi de créer quelque chose de nouveau, Matt Groening a voulu faire plus grand et plus audacieux. C'est ainsi qu'est née Futurama, une comédie de science-fiction qui parodiait la culture actuelle et mettant en scène une pléiade de personnages étonnants. Diffusée pour la première fois en 1999, la série a duré 4 saisons et est devenue l'une des séries animées les plus appréciées de l'histoire. Qu'est-ce qui rendait Futurama si spécial? L'humour qui était intelligent et les références à la culture pop abondante et les personnages ayant leur propre charme. Groening a repoussé les limites de l'animation, donnant vie à des modes extraterrestres et à des robots qui ont du cœur. La série se déroule également 1000 ans dans le futur au concept audacieux pour une émission de télévision à l'époque. C'était un pari risqué mais qui s'est avéré payant. Les téléspectateurs ont été intrigués par cette vision originale de la vie futuriste. L'histoire de Futurama expose une variété de thèmes tels que l'amitié, l'amour et la moralité, tout en s'assumant beaucoup. Les fans ont adoré, les critiques ont été émerveillés. Futurama a été le plus grand succès de Groening et son projet le plus ambitieux de ce jour. Groening a sans aucun doute prouvé que l'animation pouvait être divertissant pour les spectateurs de tout âge, tout en abordant des sujets plus matures tels que la politique et la religion. Mais du coup, est-ce que vous pourriez me parler des autres activités créatives de Groening, bande dessinée, livres et autres? Outre que les séries télévisées à succès, Matt Groening s'est également impliqué dans d'autres domaines créatifs. Il a créé sa première bande dessinée, Life in Hell, en 1977, comme je vous ai parlé au début de la vidéo, et il a produit 12 livres Life in Hell entre cette date en 2002. Le succès de sa bande dessinée lui a permis de conclure un contrat d'édition avec HarperCollins pour ses livres illustrés, ce qui a consolidé son nom dans l'industrie du divertissement. En plus d'écrire des livres et de créer des bandes dessinées, Groening est également responsable de la création de certains des produits dérivés les plus populaires des Simpsons, notamment des figurines, des t-shirts et des tasses. Il a également écrit et produit la chanson des génériques des Simpsons ainsi que d'autres musiques liées à la série. Enfin, il a écrit un épisode de Futurama. Il a fait l'objet d'un long métrage intitulé Bender's Big Store. Il est clair que Groening est un touche-à-touche lorsqu'il s'agit de médias et de produits créatifs. Il a le don de trouver quelque chose de nouveau et divertissant, qu'elle soit sous la forme que cela prenne. Cet esprit innovant l'a
bien servi au cours des 4 dernières décennies et continuera de le faire pendant de nombreuses années encore. Avec une carrière qui s'étend sur plus de 30 ans, Matt Groening est l'un des dessinateurs les plus importants de l'ère moderne. Son influence et sa culture populaire est indéniable, avec des millions de fans dans le monde entier captivés par les Simpsons, Futurama et les Désenchantements, ainsi que par son travail pour l'institution de la bande dessinée et de l'animation. Le génie créatif et l'esprit qui se caractérisent ont marqué durablement l'industrie du divertissement de Life in Potterland à Springfield au-delà. Matt Groening est un véritable légende dans le monde des dessins animés et de son impact perdurera dans les années à venir. Maintenant, je vais vous raconter quelques petites anecdotes, d'abord pour les Simpsons et ensuite les Futurama. Je me dis que ça peut être intéressant d'avoir quelques petites informations supplémentaires parce qu'on se pose toujours des petites questions et peut-être que vous aurez votre réponse. Donc, le vrai prénom de Bart, figure incontournable de la famille Simpson. Bart vous a caché depuis toutes ces années son vrai prénom, comme son père, qui possède 2 prénoms. Il s'appelle en réalité Bartholomew Jojo Simpson. Une anatomie pas tout à fait comme les autres. Vous n'avez peut-être jamais remarqué ce détail, mais l'anatomie des Simpsons, comme les autres personnages de la série, a une particularité, et elle se trouve sur leurs mains. Tous n'ont que 4 doigts à chaque main. Il existe cependant un personnage qui possède 5 doigts, mais il est seul car il s'agit de Dieu. Ces personnages sont inspirés des personnes réelles. On pourrait penser que les personnages des Simpsons sont pure fiction, mais ils sont plus réels. Ils ont l'air qu'il s'agisse de la famille et des personnages secondaires. Tous sont inspirés des membres de la famille de Matt Groening. Il a même repris leur prénom. La série est donc véritable hommage à son entourage. Dès ses premières notes, vous le connaissez et vous accourez devant votre écran. Élément emblématique de la série, le générique des Simpsons a été imaginé en 1989 par Danny Elfman, compositeur de renommée connu pour avoir travaillé sur les bandes originales des films de Tim Burton. Pourtant, il ne l'a fallu que 2 jours pour la composer. Le gang du canapé a utilisé. À la fin des génériques, il y a forcément un gag du canapé, aussi connu sous le nom de Couch Gag dans la langue de Shakespeare. Cette courte séquence humoristique sert à vous mettre dans le bain et à mettre la famille en scène dans un gag drôle et parfois en écho à un phénomène de la société. Il y a aussi une autre utilité car il sert entre un épisode plus long ou plus court. Krusty le clown était censé être l'autre visage du personnage de la série. Et oui, est-ce que vous aurez pensé ça? Il fait rire les enfants et les clowns vedettes de Springfield. Vous l'avez connu, c'est bien entendu Krusty le clown, incarné à la fois les dérivés du show business et une parodie l'une des chaînes de fast-food bien connues à travers le monde. Krusty a malgré tout un petit secret, d'où peut-il connaissance de l'existence. Quand Matt Groening a été ce personnage, il a pensé pour être l'identité secrète de Homer. Le clown a cependant su se faire une place dans la série et l'idée a été abandonnée. Homer et Krusty devaient être une seule et unique personne. Si vous êtes déjà demandé pourquoi Homer et Krusty se ressemblent, c'est tout simplement parce qu'à l'origine, le clown était censé être le père de Bart. Celui qui était constamment en conflit avec son fils devait se grimer en clown afin de gagner son respect. Cette idée est au final été abandonnée par Matt Groening. Le fameux « Cho » d'Homer est un vrai mot. « Cho », voici là l'une des répliques qu'Homer sort au moins une fois par épisode, présentée dans les scripts comme un grognement ennuyeux. Homer le prononce quand il a oublié quelque chose ou quand il est dans un pétrin. Une onomatopée culte qui est devenue un vrai mot. Vous pouvez chercher dans la définition dans l'Oxford English Dictionary du temps. À votre avis, combien de temps faut-il pour réaliser un épisode des Simpsons? Il faut 6 mois, une durée justifiée par le fait que la série est encore animée de façon traditionnelle. Les Simpsons sort du livre des records. La série est détentrice du record dans la légende Guinness Book. Les Simpsons est officiellement la série animée la plus longue jamais diffusée en prime time et celle comptant la plus d'invités célèbres dans les épisodes. Mais Bart, une personnalité influence? Dans une édition de 1998, le célèbre Time Magazine a nommé Bart comme l'un des personnalités les plus influentes du XXe siècle, un véritable tour de force ou un héros du dessin animé, un tour de force réitéré dans un autre numéro du magazine où la série a été déclarée meilleure série du XXe siècle, rien que ça. Mais la Fox et les Simpsons, une histoire sans fin ou presque. Depuis 1988, la série est diffusée aux États-Unis sur la Fox et la chaîne va garder Homer et sa petite famille pendant un long moment.
car elle a les droits de diffuser jusqu'en 2082. Oui, 2082, ce n'est pas une blague. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient combien de temps ça dure de regarder les Simpsons sans s'arrêter, et vous voulez faire un méga marathon Simpsons, prenez votre entourage, armez-vous d'une bonne dose de caféine et prenez quelques jours de congé pour regarder tous les épisodes de la série de la saison 1 à la 25, sans pub et sans dormir. Il faut compter 8 jours et demi. Est-ce que vous savez que Homer avait un prénom différent dans les pays arabes? Les Simpsons sont diffusés dans plus d'une centaine de pays. Cependant, tout ne croiserait pas Homer Simpson dans la version arabe de la série, où le plus célèbre des pères de famille se nommait Omar Shamshoum. Passer de Bart à Homer en une seconde. Attention, voici la minute coup de vieux. Un enfant qui avait l'âge de Bart quand le premier épisode des Simpsons a été diffusé en 2016, l'âge d'Homer. La voix de Bart est en réalité celle d'une femme. Ah bon? Dans la version originale comme dans la version française, la voix de Bart est doublée par une femme. Ces deux doubleuses françaises ont aussi derrière leur voix de Jumbo et de Lisa quand elles chantent dans un épisode de la saison 15. Le secret de l'histoire de Milouz. Vous vous rappelez de ce personnage? Même le meilleur ami de Bart a un secret. Vous le connaissez comme Milouz Van Houten. Il a toutefois un deuxième prénom plus original qu'il doit à ses origines italiennes, comme le nombreux épisodes de la saison 17. Son nom complet est Milouz Mussolini Van Houten. L'un des doublages de la série a dû se faire par téléphone. Le fondateur de Wikislave est apparu le temps d'un épisode et comme beaucoup de célébrités passées avant lui dans le show, il a doublé la voix de son personnage. La différence est que les conditions de doublage ont été particulières. Étant assigné à une résidence à l'ambassade d'Équateur en Angleterre, il a dû faire par téléphone. Une théorie scientifique proviendrait d'une réflexion d'Homer. Homer est dans le savoir un génie visionnaire. Dans un épisode, il évoque une théorie qui dit que l'univers est en réalité la forme d'un donut farfelu selon vous. Pas tant que ça, apparemment, car plusieurs théories affirment que c'est plausible. Par contre, ils n'ont pas encore confirmé que l'univers était un donut. Sam Simpson est Homer brillant et généreux. Sam Simpson, co-créateur de la série, est un homme qui a du cœur. Décédé d'un cancer en phase déterminable, il a décidé de léguer une grande partie de sa fortune à ses associations de défense des animaux et à des associations lutte contre la faim dans le monde. L'équipe des Simpsons a remercié celle de South Park à une parodie. Aux États-Unis, la guerre fait rage entre les Simpsons et Family Guy, alias les Griffins, car les deux séries sont diffusées sur la même chaîne, alors que dans d'autres séries s'amuse à tourner sa rivale en ridicule. L'équipe des Simpsons est ravie. Elle a ainsi envoyé des fleurs à l'équipe de South Park quand celle-ci s'est amusée à parodier Family Guy dans un épisode. Mais les noms des personnages, ils sont souvent très difficiles à trouver, les prénoms idiots pour les personnages de la série. Pour parler de ce problème, Matt Groening a cherché l'inspiration du côté des rues américaines, notamment de celle de la ville de Portland. Bunny Street a donné naissance à Monsieur Burns et Lovejoy Street en référence à Lovejoy. Ainsi, les prénoms des Simpsons sont les mêmes que ceux de la famille de Matt Groening, sauf Bart qui vient du mot anglais Brat, signifiant sale gosse en anglais. Pour ceux qui ne savaient pas, les films de Mike Cain à divers moments des Simpsons, vous pouvez voir les extraits de films du personnage de Rainier Walskite, celui qui joue dans les longs métrages d'action en interne présence le personnage de McBain. Si vous assemblez tous les extraits de McBain des épisodes des années 90, vous obtenez un petit film d'action plutôt sympa à regarder. Mais pourquoi les personnages sont jaunes d'ailleurs au niveau des Simpsons? Tout le monde se pose la question quand même. Le jaune des personnages des Simpsons n'est pas un hasard. Cette couleur a été choisie dans l'unique but d'attirer l'attention. Matt Groening a expliqué dans une interview que généralement nous zappons facilement sur notre télévision afin de chercher quoi regarder. Le jaune permet de ce qui capter directement le regard du spectateur afin qu'il reste regarder l'épisode. C'est d'ailleurs pour cette même raison que l'appartement de Monica et Violette dans Friends Pavette Blue. Mais d'ailleurs, pourquoi Springfield? Si Matt Groening s'est inspiré du nom des rues pour les prénoms des personnages, il a opté pour Springfield comme nom de ville des Simpsons pour le simple et bonne raison que c'est la ville la plus courante aux États-Unis. L'objectif étant de le plus de familles américaines puissent s'identifier au personnage et se dire tiens, au fait, ça aurait pu être moi puisque j'habite à Springfield. D'ailleurs, dans la saison 3, Michael Jackson a doublé son propre rôle, mais il est crédité en tant que
John J. Smith, car il n'a pas autorisé le producteur à mentionner son nom. Et d'ailleurs, le numéro d'identification de Tahiti Bob en prison est 24601 en référence à Jean Valjean dans Les Misérables. Maintenant, nous allons passer à 15 anecdotes sur Futurama, cette série des gentils imaginée par Matt Groening. Et oui, nous allons parler des Simpsons, de leur anecdote. Maintenant, c'est au tour de Futurama. Créé par Matt Groening, le papa des Simpsons, Futurama est une série animée culte d'un titre. Celle-ci vous emmène dans l'an 3000 ans vivre la vie presque normale de Fry, Leila, Bender et les autres membres de la société de livraison Planet Express. Mais savez-vous d'où vient le nom de la série? Que de vraies références à la science se cachent dans la série? Embarquez immédiatement dans l'an 3000, SoGeek vous révèle les petits secrets du Futurama à travers 5 anecdotes qui risquent de vous surprendre. Donc oui, j'ai pris pour ceux qui se demandent, les anecdotes du site SoGeek, donc qui sera en barre d'infos pour que vous puissiez voir un peu plus d'informations sur la série justement de Futurama. Comme nous la connaissions pas assez, nous sommes partis chercher des informations pour que vous puissiez avoir des petites informations croustillantes concernant cette série. Donc l'origine de la série, vous avez déjà demandé pourquoi la série s'appelle Futurama alors que rien ne porte ce nom. Tout simplement car celui-ci est une référence au nom d'une exposition qui s'est tenue lors de l'exposition universelle de 1939 à New York. Comme vous pouvez vous en douter, l'exposition permettait aux visiteurs de voir à quoi ressemblait leur vie dans le futur, même si elle donnait en réalité un avant-goût de ce qu'allaient être les années 60. D'ailleurs, vous savez qu'une chanson comme source d'inspiration après le titre de la série place à une anecdote sur la création. Matt Groening a créé les Simpsons en s'inspirant de sa propre famille, mais saviez-vous que c'était une chanson qui lui inspire Futurama? La chanson en question, Robots Blues par The Incredible French Band, un groupe de folk écossais des années 60. Au passage, de grands nombres derrière le héros de la série. Le nom c'est bon, l'histoire de la série c'est bon. Place donc maintenant aux personnages, donc les noms ont aussi un lien avec notre monde. Les passionnés d'histoire savent peut-être que le professeur Fartshort tient son nom d'un inventeur qui était présent lors de l'exposition universelle de 1939, Leo Fartshort. Mais il n'est pas le seul. Bender tire son nom des personnages de film The Breakfast Club. John Bender, le nom de Philip J. Fry, est un dérivé de celui de Philip Hartman et celui de Leila Turanga, et une référence de la Pangalila symphonie composée par l'Olivier Messiaen. Oui, il y a plein de références des personnages qui sont aussi dans le rêve qu'on connaît. D'ailleurs, quelques doubleurs et dizaines de voix. Comme les Simpsons, c'est une poignée de doubleurs qui donnent vie aux personnages de Futurama. Dans la version originale, celui qui est le plus est Billy West. Il prête sa voix à Fry, au docteur Sven Zuber, au professeur Pat Shops, à Zach Brannigan et à plusieurs personnages secondaires. D'ailleurs, un bon comédien de doublage, il est capable d'incarner plusieurs personnages dans une même prise de chapeau l'artiste. D'ailleurs, un look assez anodin. Au premier abord, quand vous regardez Fry et Leila, vous pouvez vous dire qu'ils ont un look assez simple, voire classique. Pourtant, même leurs tenues respectives font référence à celles portées auparavant par d'autres et par des légendes du cinéma en prime. Le débardeur blanc et le pantalon noir de Leila font écho à la tenue d'Ellen Ripley dans Alien. Quant à Fry, sa tenue complète, jean, veste rouge et mèche, est en hommage à un rôle que tient James Dean dans le film futur de libre Rebel Way 2 à cause en VO. D'ailleurs, vous passez un bon moment avec Hypnotoid. Qui dit Futurama dit évidemment Hypnoid au crapaud hypno en français. Ce crapaud qui a le don d'hypnotiser tout ce qui fixe son regard, et dans le monde de Futurama, la star de son propre programme télé, Matt Groening, dont c'est l'un des personnages préférés, a cependant décidé d'un épisode de lui faire quitter la réalité pour la nôtre. Il existe en effet un épisode entier de Futurama, soit 22 minutes, quand même, où vous ne voyez à l'écran que l'Hypnotoid. À tous ceux qui veulent regarder un épisode en question, ça s'appelle Everybody Loves Hypnotoid. La 30th Century Fox est née d'une naissance avec la Fox. Après la génération de fin, pour pouvoir voir le logo de 30th Century Fox, un clin d'œil à la série qui se déroule à l'an 3000 ans et à la Fox, chaîne qui diffuse la série aux États-Unis. Pourtant, il a failli ne jamais figurer à la fin de chaque épisode. La Fox était à l'origine contre ce détournement. Il a fallu que Matt Groening achète les droits auprès de l'entreprise en question pour pouvoir faire sa blague. D'ailleurs, il y a des célébrités prêtes à donner leur voix pour leur tête. Futurama voit passer dans les épisodes des célébrités qui
s'invite dans les aventures de Fry et sa bande de célébrités qui, comme dans les Simpsons, doublent leur propre personnage, mais il ne s'agit qu'une tête flottante parmi les stars qui se prêtent à l'exercice, où trouve Lucy Liu, Leonard Nimoy, George Takei, Stephen Hawking ou l'ex-président Al Gore, grand fan de la série. Seymour et Aliko, vous vous souvenez sans doute de Seymour, le chien de Fry, seul compagnon du jeune homme quand il vivait en 1999. Seymour est désespérément attendu son maître devant l'entrée de la pizzeria où il travaillait et suit jusqu'à la mort. Cette histoire inspirée de celle de Dashiko, un chien japonais qui a réellement attendu pendant 9 ans le retour de son maître lorsque celui-ci était décédé. Passage la blague du trou noir. Futurama a beau être une série parodiant à la fois de la science et de la science-fiction, cela ne l'empêche pas de glisser des clins d'œil de vrais faits scientifiques, toujours avec l'humour évidemment. Dans l'un des génériques, sous le mot Futurama, vous pouvez lire ce qui se passe Sinus X-1, référence à Las Vegas. Vous saviez que Sinus X-1 existe réellement et que tout le nom du trou noir, vous comprenez mieux pourquoi ce qui s'y passe y reste. D'ailleurs, du spoil dans certaines scènes, vous ne vous en êtes peut-être jamais rendu compte, pourtant le scénariste ont glissé dans plusieurs scènes de la série de petits spoilers vis-à-vis de l'histoire. Aussi, dans le premier épisode, vous pouvez apercevoir l'ombre de Nibbler quand Fry tombe par accident dans la machine à cryogénisation alors que le personnage n'apparaît que bien plus tard. Vous pouvez aussi voir en arrière-plan dans une scène les parents de Leila alors qu'ils ne n'apparaissent que 2 saisons plus tard. D'ailleurs, Bender le robot multifonction. Bender fait plier toutes les sortes de choses. Son nom vient du verbe anglais to bend qui signifie plier, mais il a tout auto dans sa marche, ou plus précisément dans son antenne. Tout au long des saisons, vous pouvez découvrir les nombreuses fonctionnalités de l'antenne de Bender et il peut en faire des choses. L'antenne fait office de levier, de pompe à bière, minuteur de cuisson, retardateur pour appareil photo, voyant alterne pour messagerie vocale et même levier de distribution de popcorn. Pas mal pour un robot qui est censé être effectueux. Quand les fans veulent décrypter le langage alien. Parfois, les personnages sont confrontés à des textes écrits dans différentes langues intergalactiques, sauf qu'ils ne sont pas les seuls à avoir les déchiffrer. Des fans très intelligents de maîtriser la langue alien, ce qui a force des scénaristes à changer 2 fois l'alphabet de cette langue imaginaire. Exploit des 4 longs métrages. En plus de la série, Futurama a eu le droit à 4 longs métrages diffusés juste avant la saison 5. La grande aventure de Bender, le monstre aux milliards de tentacules, prenez garde au Seigneur des robots et vous prenez bien au dernier fer. Les films qui ont représenté un travail de titan pour l'équipe d'animation, car elle réussit à faire 4 films en à peine 3 ans, un véritable tour de technique. Hubert von Schwartz, qualifié depuis le début, au cours de la saison 2, vous avez fait connaissance avec Hubert von Schwartz, le fils cloné du professeur von Schwartz, un personnage devenu récurrent et qui était prévu depuis le début de la série. Cependant, son rôle a évolué. Au début, il était comme une incarnation des fans qui dénonçaient les différentes incohérences de la série. Cependant, ce trait de caractère ne fonctionne pas. Il est donc devenu un petit garçon normal ou presque. ¡Por Dios, es Matt Groening! ¡Vaya! ¡El creador de Futurama! Señor Groening, ¿quiere autografiar mi muñeco Bender? ¡Claro! Me gusta dar mi autógrafo. A toda hora, en todas partes, en la calle, en una tienda o en mi propiedad privada. Pero ¿por qué conformarse con un autógrafo? ¿Qué hay de un dibujo original o un mechón de cabello? Y pueden jalarme de la barba. Es de buena suerte. Sur ce, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur cet artiste. On se dit à la prochaine pour de futures vidéos artistiques et créatives. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à checker la barre d'infos.